Un colloque, vous le savez tous, est l'œuvre d'une communauté. Les discours entendus ne sont pas dans notre esprit un exercice obligé d'ouverture de colloque. Ils représentent la communauté qui a permis l'existence de ce colloque. Je voudrais donc remercier tout d'abord et tout particulièrement le président de l'université, Pierre Denise, son équipe de direction, l'ensemble des services. Sans leur soutien, sans leur confiance, sans ta confiance en particulier, Pierre, rien n'aurait été possible. Hier, c'est les services d'université qui ont géré en partie le rapatriement de nos conférenciers égarés. Ce matin encore, très tôt, il y avait des problèmes de palettes à dégager. Et voilà, ce sont vraiment grâce à ces services, à leur président, que nous devons de pouvoir exister et travailler. Merci à Philippe Chagnal, qui tout au long de son mandat de directeur de l'UFR Humanité et Sciences sociales, qui vient juste de se terminer, nous a marqué un amical soutien. Le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle est rattaché à l'UFR Humanité et Sciences sociales, qui, entre parenthèses, à l'origine, s'appelait l'UFR d'informatique et des sciences de l'homme. Donc la présence du CIREV à l'intérieur n'est pas tout à fait étrange, mais en tout cas, c'est l'UFR HSS, l'UFR Humanité et Sciences sociales, duquel dépend toutes nos gestions financières et toute notre politique d'emploi. Merci au directeur du CIREV, Éric Leroy du Cardenois, qui est, je dis germaniste, et qui est l'ancien directeur de l'ERLIS. Le CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, est un plateau technique qui soutient toute l'activité réalité virtuelle de l'université dans toutes les disciplines, mais qui, pour le projet Plan de Rome virtuel, est bien sûr un élément essentiel. Merci au directeur de l'ERLIS, Harry Veivo. L'ERLIS, c'est une équipe de recherche à l'intérieur de laquelle nous menons toute notre activité scientifique. C'est l'équipe de rattachement de nos doctorants. C'est une équipe qui est elle-même très pluridisciplinaire en matière littéraire, puisque si elle comprend les quelques colonisateurs, comme l'a dit Harry, les Romains proprement dit, enfin ceux qui s'intéressent aux études latines en tout cas, elle comprend aussi les colonisés jusqu'aux frontières de Germanie, et puis quelques barbares que représentent barbares, alors au sens étymologique du mot, les étrangers au monde romain, que représente Harry de manière tout à fait superbe. Merci à vous. Alors, bien sûr, merci aussi à la région qui devait être représentée aujourd'hui, qui n'a pas pu l'être, hein, la région duquel nous dépendons en grande partie d'un point de vue financier. Merci aussi à la communauté urbaine Camp-la-Mer qui subventionne ce colloque. Et puis merci à vous, les conférenciers qui avaient su braver les difficultés françaises et ces mouvements qui vous ont empêché de venir facilement. Et puis merci aussi au public, ceux du public qui sont venus vous écouter. Merci enfin à toute l'équipe du Plan de Rome, hein, qui subit un arrêté de mobilisation générale depuis quelques jours déjà, et en particulier pour ce colloque. Alors, cette équipe Plan de Rome est née et vit autour du projet Plan de Rome virtuel. Et c'est autour de ce projet que nous avons souhaité vous réunir pendant ces 3 jours. Le projet d'un plan de Rome virtuel est né en 1994. Pierre Denise le faisait remarquer, ça fait 25 ans tout juste, suite à la restauration de la maquette de Paul Bigot et à son installation dans un nouveau bâtiment. Je vous parlerai de la maquette de Paul Bigot ce soir à 16h40. Vous avez remarqué qu'on a de l'avance, hein, ce qui est rare pour un programme, donc ce sera peut-être pour un colloque, ce sera peut-être avant 16h40, mais je vous en parlerai devant la maquette elle-même.
Pour l'instant, je voudrais vous parler du plan de Rome virtuel, vous dire pourquoi et comment nous le construisons. Alors, ce programme de plan de Rome virtuel a en fait une double origine. Il a pour origine d'abord les travaux des historiens de l'Antiquité à Caen, historiens qui sont représentés aujourd'hui lors de notre colloque pour les l'équipe en Canet par Christine Delaplace, directrice du CRAM. À l'époque, était aux commandes pour le plan de Rome Elisabeth Degnaud, que je salue également, qui est ici, le professeur François Hinard, malheureusement décédé aujourd'hui, et Manuel Royot. Manuel Royot qui me faisait remarquer tout à l'heure que le premier, là aussi c'est un anniversaire, que le premier colloque plan de Rome a eu lieu il y a 30 ans tout juste. La deuxième origine, ce sont les travaux des lettres classiques. Le projet Plan de Rome virtuel a pris naturellement la suite plutôt, de deux axes de recherche qui ont été initiés à Caen par le professeur Louis Calbat au début des années 70. Alors Louis Calbat devait ouvrir la session scientifique aujourd'hui. C'était lui qui devait prononcer la première séance. Il est malheureusement souffrant et vous prie de l'excuser tous. Donc, Louis Calbat avait initié deux axes de recherche. Le premier axe, et vous allez voir le lien avec le plan de Rome virtuel, le premier axe était méthodologique. Il s'agissait d'associer les études anciennes à l'informatique. On ne parlait pas encore d'humanité numérique, mais c'était bien de cela qu'il s'agissait. Nous produisions des concordances. Vous en voyez un exemple sur la diapositive. Une concordance, c'est la présentation des différentes occurrences des mots d'un texte quelconque. Ici, c'était le latin qui nous intéressait dans son contexte. Nous les produisions informatiquement, automatiquement. Elles étaient accompagnées de tableaux grammaticaux et de fréquences. Et le tout était publié de manière automatique, de manière à ce que, à la fois, le contenu soit accessible informatiquement, soit puisable informatiquement, qu'on puisse rechercher dedans informatiquement, mais que l'édition papier puisse se faire sans risque d'erreur. Notre laboratoire était pionnier en France pour ces technologies. Le deuxième axe était l'étude des textes scientifiques et techniques latins, avec une focalisation particulière sur l'architecture et la mécanique, et l'édition du De Architectura de Vitruve, inaugurée à Caen par la publication du livre 8 en 1973 par Louis Calbat. Le livre 9 avait été publié à Toulouse avant par Jean Soubiran, fut l'une des activités les plus notables de cet axe. 7 des 10 livres du De Architectura ont été publiés par des Canets. L'idée du projet Plan de Rome virtuel est d'utiliser la réalité virtuelle pour étudier et montrer, d'une part, l'urbanisme et la topographie de Rome, d'autre part, les machines de l'Antiquité grecque et romaine. Il est peut-être d'abord nécessaire de définir ce qu'est la réalité virtuelle, tant l'expression est aujourd'hui employée à tort et à travers. La réalité virtuelle implique deux notions fondamentales, celle d'immersion dans un monde numérique en 3 dimensions, mais ça se fait aussi par de la simple restitution virtuelle, mais aussi, c'est le deuxième concept obligatoire pour qu'on puisse parler de réalité virtuelle, l'interaction, c'est-à-dire pouvoir interagir avec ce modèle virtuel en 3 dimensions, et vous allez voir tout l'intérêt qu'on peut en tirer à la fois pour l'étude de l'urbanisme et pour l'étude des machines anciennes. La réalité virtuelle impose
donc des interfaces de visualisation qui peuvent être très simples. La réalité virtuelle, ce n'est pas seulement les casques de réalité virtuelle. La réalité virtuelle peut être visualisée par un simple écran, par un écran de téléphone portable ou de tablette, par ce qu'on appelle les hologrammes. Vous en avez un exemple dans le hall de l'amphithéâtre ici, sur grand écran, avec ou sans stéréoscopie, avec effectivement un casque de réalité virtuelle qui isole complètement l'utilisateur de son environnement physique. Et les interfaces d'interaction, ça peut être une manette de jeu vidéo, pour ceux qui pratiquent le jeu vidéo. Sophie l'utilisera tout à l'heure. Ça peut être le déplacement réel dans une salle immersive. Pour ceux qui le souhaitent, en fin de journée, après la visite du plan de Rome, on pourra vous emmener visiter cette salle immersive qui se trouve à côté. Donc là, il s'agit simplement de se déplacer dans l'environnement immersif et les petites boules que vous voyez sur les lunettes sont captées par des caméras infrarouges qui captent exactement la position du regard de la personne qui est à l'intérieur. Ça peut être... On peut interagir avec un support nomade, ici avec une tablette, pour travailler sur, ici c'est sur les machines de guerre romaines. Ça peut être avec une combinaison de capture de mouvement qui permet d'enregistrer les mouvements du sujet. Ça peut être enfin avec un gant de données qui peut nous permettre, on ne l'a pas encore mis en place pour le plan de Rome, mais qui pourrait nous permettre d'ouvrir les portes, de manipuler des machines, de faire toute une série d'expériences. Ça, c'est plutôt nos amis du côté du secteur santé qui utilisent ces interfaces. Alors, j'en reviens à notre sujet. Avec la réalité virtuelle, nous voulons faire deux choses concernant l'urbanisme et la topographie. Un, montrer. Montrer ce que pouvait être la ville de Rome au IVe siècle, après Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous faisons lors de différentes présentations, notamment lors des nocturnes du plan de Rome, 5 fois par an, 5 mercredis par an, où nous choisissons un secteur particulier ou un thème particulier. Et à la suite d'une conférence de style classique, il y a une visite interactive dans le secteur souhaité. L'autre chose que nous voulons faire avec la réalité virtuelle, c'est étudier et expérimenter. C'est-à-dire prendre des hypothèses, les modéliser, se mettre à l'intérieur de l'hypothèse et ensuite la valider ou l'infirmer. C'est ce que nous avions présenté, par exemple, au colloque de l'an dernier, organisé par Domenico Palombi, qui est ici, par Jean-Pierre Guilambet, Cyril Courrier et Nicolas Laubry. Ici, il s'agissait, par exemple, de montrer que lorsqu'on est sur le forum romain, on ne voit pas le Capitole, le temple de Jupiter capitolin, qui est pourtant caractérisé bien souvent dans la littérature comme le temple dominant le forum romain. Alors, je ne vais pas parler très longtemps de la réalité virtuelle. Sophie va vous en faire une démonstration tout de suite. Va vous faire une démonstration, une visite de ce plan de Rome virtuel. Je voudrais simplement souligner quelques points de méthodologie. Alors, la date choisie pour représenter Rome est celle du 21 juin 320 après Jésus-Christ. Alors, pourquoi une date ? Une date en matière scientifique, vous le savez tous, en matière de restitution scientifique, si on reconstitue, il faut reconstituer à une date précise. Pourquoi un jour précis dans l'année ? Pourquoi le 21 juin et non pas le 22 juin ? Enfin, ça aurait pu être le 22 juin, remarquez. Il fallait placer le soleil, à une hauteur donnée dans le ciel. Et vous savez tous que le soleil suit une course différente, une hauteur différente chaque jour de l'année, enfin, du moins c'est symétrique dans l'année sur 6 mois.
Pourquoi alors on peut choisir d'être le matin ou l'après-midi, mais on est toujours le 21 juin. Pourquoi 320 après Jésus-Christ? Eh bien, d'abord parce que c'est le dernier état de ce qu'on appelle, nous, la Rome antique. Hein. Après, ça va être des périodes dont s'occupe Christine de Laplace, mais c'est plus notre Rome, c'est plus notre Rome classique. Hein. Et puis aussi, c'est la même année que Paul Bigot. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir confronter la maquette de Paul Bigot et le plan de Rome virtuel. Alors nous ne partons pas naturellement de la maquette de Paul Bigot pour la restitution. Tous les dossiers scientifiques sont repris à zéro, édifice par édifice, secteur par secteur, en utilisant les techniques habituelles dans nos disciplines, c'est-à-dire en utilisant les sources textuelles, les sources iconographiques et les sources archéologiques. Alors au départ, nous avions formé un comité scientifique que nous avons réuni quelquefois peu de fois, à vrai dire, dans son intégralité. Ensuite, nous avons privilégié les rencontres chercheur par chercheur, parce que nous n'avons pas, bien sûr, ici toutes les compétences dans ce domaine de l'archéologie romaine, de la topographie romaine, de l'urbanisme. Et c'est en utilisant bien sûr les travaux publiés, mais également grâce aux rencontres avec les uns et les autres que nous pouvons enrichir ou valider ces restitutions. Je vais simplement vous parler de deux problèmes que nous rencontrons actuellement, de deux problèmes méthodologiques. C'est le placement des édifices les uns par rapport aux autres, parce que nous avons travaillé longtemps édifice par édifice, en restituant édifice par édifice. Maintenant, nous sommes dans une phase où on essaie d'avoir une ville complète et donc on place les monuments les uns par rapport aux autres. Alors nous avons travaillé pendant longtemps à partir du plan de Rome de Paul Bigot que nous avions numérisé en 2 dimensions. Mais depuis un an, nous utilisons un plan beaucoup plus précis. C'est le Sistema Informativo Archeologico de la Sapienza, que nous a aimablement fourni le professeur Carafa, qui est ici, et qui est beaucoup plus précis. Et c'est à partir de lui que maintenant, nous positionnons nos bâtiments les uns par rapport aux autres. Pour les autres, alors, le Sistema Informativo Archeologico est, comme son nom l'indique, un relevé des fouilles, de ce qui a été retrouvé. Pour les parties non documentées, qui représentent quand même une grande partie de la Rome antique, eh bien, nous continuons à utiliser les hypothèses de Paul Bigot, qui, vous le remarquez, autre parenthèse, sur cette superposition, eh bien, correspondent assez bien à la réalité. Alors que Paul Bigot a fait on en reparlera ce soir, Paul Bigot a fait son plan, lui, début du XXe siècle, hein, entre 1901 et 1911 pour l'essentiel. Deuxième difficulté, pour nous, c'est la question du relief. À quelle hauteur placer chacun des monuments en 320 après Jésus-Christ? Alors nous utilisons de base un modèle numérique de terrain de la ville de Rome moderne, mais qui bien sûr ne correspond pas au plan de Rome, au niveau de l'Antiquité. C'est un modèle, mais qui nous a permis de dégrossir la question. Et puis, bâtiment par bâtiment, eh bien, nous utilisons les données d'altitude que nous pouvons trouver. Et de ce point de vue-là, l'atlas de Carandini-Carafa, eh bien, est particulièrement précieux pour nous parce qu'il contient nombre de ces indications d'altitude. On utilise donc systématiquement l'altitude ASL pour être cohérent. Mais la difficulté, c'est qu'on ne les a pas pour tout. Alors, je vais laisser Sophie vous faire une petite démonstration dans ce plan de Rome virtuel. On va essayer de concrétiser cette théorie par de la pratique et je vais vous emmener à Rome
dans la Rome de 320. Et nous allons aller visiter cette Rome antique en 3 temps. Si vous me le permettez, je vous propose de commencer tout de suite sur le Forum romain, sur le Forum républicain. Nous allons de là rejoindre le Forum de César pour voir une zone qui a été profondément modifiée dans l'état tardif de la ville. Dans le Forum d'Auguste, où je vous montrerai comment nous croisons les sources archéologiques, les sources iconographiques et les sources textuelles pour essayer d'être précis dans nos hypothèses de restitution. Dans un second temps, je vous emmènerai voir le Mitrium des Thermes de Caracalla. Nous quitterons le centre monumental pour aller voir un espace plus reculé qui se trouve même à l'entrée des sous-sols des thermes parce que nous restituons toute la ville, y compris les espaces plus petits, si nous estimons qu'ils donnent des clés de lecture pour comprendre l'urbanisme complet de cette cité. Et puis pour terminer, je vous proposerai de voir une nouvelle fonctionnalité du modèle. C'est la possibilité d'afficher un même bâtiment avec 2 hypothèses de restitution, si nous estimons que ces 2 hypothèses de restitution, aussi différentes soient-elles, sont toutes les 2 justifiables. Et je vous emmènerai voir le Forum de la Paix, sur lequel nous avons pu travailler avec le professeur Tucci. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous voici sur le Forum romain. Bien sûr, ce travail est en cours. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore restituées. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été simplifiés. Donc, work in progress, s'il vous plaît. Ce travail n'est pas terminé, mais nous nous y attelons depuis un certain temps. Vous voyez que nous sommes ici à l'échelle 1, en fin d'après-midi, et que nous avons inséré dans la dernière version du modèle des personnages au milieu de cette ville. Des personnages qui sont là pour aider à mieux percevoir les échelles et à redonner de la vie à cette cité. Je ne vous ferai pas l'injure, naturellement, de vous expliquer les monuments que nous voyons, ça serait tout à fait déplacé de ma part, mais vous voyez que le modèle virtuel permet de retrouver les élévations, les matériaux, la lumière de cette Rome en 320 après Jésus-Christ. Le modèle permet également de circuler. Vous voyez, je suis latiniste et je travaille avec une manette de jeu vidéo. J'espère ne pas faire honte à notre président. Mais nous utilisons cette technologie pour pouvoir tester des circulations qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Ici, par exemple, je suis en train d'emprunter l'Argilette qui passe entre la basilique émilienne à ma droite et la curie julienne à ma gauche. Et l'Argilette, dans l'Antiquité, au IVe siècle, permettait de passer très facilement du Forum romain au Forum de César. Or, aujourd'hui, à Rome, pour des questions toutes simples de sécurisation de la zone archéologique, on ne peut plus l'emprunter. Dans l'Antiquité, c'est bien par là que l'on passait, et le modèle virtuel permet de retrouver cette circulation. Nous arrivons directement sur le Forum de César, dans son état du IVe siècle, et il est fort probable que César aurait bien du mal à reconnaître le forum qu'il avait conçu à son époque, puisque cet espace a connu d'innombrables déboires au cours des âges. Il a notamment brûlé sous Carin en 283, ce qui a engendré un certain nombre de modifications par rapport à l'état initial de la place. Et c'est bien l'état de 320 que nous vous présentons ici. Je vais vous donner un exemple. Si nous regardons cette photographie d'aujourd'hui, vous avez le Forum de César tel qu'on peut le voir aujourd'hui à Rome, avec la place au premier plan, quelques marches qui donnent accès au portique, et sous le portique, des boutiques. Au départ, et vous le voyez avec l'encadré rouge, il y avait des fenêtres au-dessus des boutiques. Elles ont été bouchées à partir de Trajan, suite à de premières dégradations. Donc, dans notre état du IVe siècle, nous n'avons pas ces fenêtres sous le portique. Le temple de Vénus Génitrix, lui aussi, se présente sous un jour très différent de l'état initial, parce qu'il a fallu construire un mur, notamment après les incendies, pour renforcer la structure de l'édifice, et une partie de la colonnade de ce temple se trouve donc prise dans ce mur qui a été construit à l'époque tardive. Du Forum de César, il est très simple de passer au Forum d'Auguste qui se trouve attenant. Vous voyez, il suffit d'avancer, de se rendre sous les portiques, et de là, nous allons pouvoir rejoindre directement le Forum attenant, le Forum d'Auguste. Et je vais vous y emmener pour vous montrer comment nous essayons
autant que possible, de travailler sur les 3 types de sources primaires, les sources archéologiques, les sources iconographiques et les sources littéraires, pour essayer de vous proposer une hypothèse de restitution, et j'insiste sur le mot hypothèse, qui soit la plus crédible possible. Et je vais prendre l'exemple des acrotères latéraux qui se trouvent en haut du temple de Jupiter-Ultor. Que nous dit l'archéologie? Au niveau archéologique, nous avons retrouvé un pied d'une statue qui est vraisemblablement une victoire, une statue en bronze doré. Cette source archéologique est confirmée par une source iconographique que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit d'un denier. Sur ce denier, on reconnaît le temple de Mars-Ultor. Le voici. Et que voit-on sur le côté de l'acrotère central, à côté du char? Nous avons 2 victoires. Donc, la source iconographique vient confirmer la source archéologique. Comment savoir de quelle taille maintenant restituer ces statues? Eh bien là, nous faisons appel au De Architectura de Vitruve, à son livre 3, et dans son De Architectura, Vitruve explique que la taille des acrotères latéraux, leur hauteur, correspond à la hauteur médiane du tympan du temple. Donc, avec ces 3 types de sources, nous arrivons à la proposition suivante. Je vous l'avais annoncé en début de partie, nous ne travaillons pas que sur le centre monumental de Rome, mais sur toute la ville. Nous pouvons donc à tout instant accéder à cette carte. Il y a des points rouges sur cette carte qui sont des points d'accès rapides pour aller directement d'un endroit à un autre si nous ne souhaitons pas passer trop de temps dans la circulation. Je viens donc d'activer un raccourci qui m'a emmené dans les jardins des thermes de Caracalla. Vous allez reconnaître dans quelques secondes la salle chaude des thermes qui se trouve à droite. Mais nous allons en rester là sur l'architecture monumentale. Je vais vous emmener à l'entrée des sous-sols des thermes de Caracalla pour vous montrer la façon dont nous avons restitué un des mitréas de Rome. Pour rejoindre cet espace, il faut passer par les portiques. Ces portiques, en journée, sont plutôt destinés aux lectures publiques ou à la promenade. Si je vous y emmène, c'est plutôt pour rejoindre un escalier qui va se trouver ici juste à gauche, qui est encore bien conservé aujourd'hui. Si j'emprunte cet escalier, je vais me trouver au niveau de l'entrée des sous-sols des thermes de Caracalla. Vous voyez en perspective que nous avons encore des restitutions à faire dans ce secteur. Voilà l'escalier que je viens de descendre. Si vous allez à Rome, pour ceux qui rentreront dans quelques jours, il est encore parfaitement conservé aujourd'hui. Nous allons emprunter le chemin qui se trouve juste à sa droite et qui va donner accès à la petite porte à gauche, qui est le seul accès au Mitréum des thermes de Caracalla. L'entrée du Mitréum, la voici, elle est relativement discrète, mais nous parlons bien ici d'un culte à mystère. Il est probable que l'entrée était filtrée par un gardien pour ne permettre qu'aux initiés d'entrer. Et toute personne qui aurait réussi à glisser un regard par cette porte n'aurait de toute façon rien vu de la salle de culte qui est rehaussée ici de jaune. Et vous voyez que le décroché entre l'entrée et la salle de culte permet de maintenir le mystère autour de cette pièce que nous allons découvrir ensemble. Donc le Mitréum, le voici. On a d'abord une voûte en hauteur, rehaussée de bleu, constellée d'étoiles, qui rappelle les liens très importants qu'il y avait entre le culte à Mitra et l'astrologie. Au centre du Mitréum des thermes de Caracalla, une fosse a été retrouvée qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette fosse était-elle liée au sacrifice du taureau ou était-elle là pour ménager des apparitions mystérieuses pendant le culte? Nous ne le savons pas. Et le fond de la salle était réservé au pater, celui qui avait atteint le 7e grade d'initiation du culte de Mitra. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce Mitréum, d'autant qu'un des spécialistes de la question est dans la salle et que je ne voudrais surtout pas introduire des erreurs. Je voudrais maintenant, pour la dernière partie, vous emmener voir une autre fonctionnalité du modèle. Je vous l'ai annoncé en introduction. C'est la possibilité
d'avoir 2 hypothèses de restitution pour l'état de 320 si nous jugeons que ces 2 hypothèses sont justifiées par les sources primaires. Ici, vous avez le Forum de la paix, le Forum de Vespasien, tel que nous l'avions restitué en 2008, en travaillant principalement sur les fouilles réalisées après le jubilé. Et vous avez là l'hypothèse de restitution qui est celle qui a été véhiculée beaucoup par le musée des forums impériaux et qui nous avait servi de base pour cette première restitution. Donc c'est cette représentation du Forum de la paix qui est actuellement en ligne sur notre site internet et sur nos applications. Et puis en début d'année, Pierluigi Tucci nous a contactés, et je l'en remercie, pour nous faire part d'une autre hypothèse, d'une autre lecture qu'il proposait de cet espace. Nous avons décidé de représenter ces 2 hypothèses pour la soumettre à vos regards de spécialistes, espérant que la réalité virtuelle permettrait de bien mesurer les différences entre ces 2 hypothèses. Vous allez voir, je n'ai qu'à appuyer sur une touche pour voir les différences. Voici l'hypothèse de 2008 pour le temple, l'hypothèse de Pierluigi Tucci, ici. Quelles sont les différences majeures? Elles se situent surtout au niveau du portique. Et je vais vous montrer cela tout de suite. Dans la première hypothèse, nous avions un portique tout à fait classique avec un entablement classique, architrave frise corniche, relativement raisonnable. Et la toiture du portique était en charpente traditionnelle, rehaussée de caissons. Le portique, dans cette hypothèse, est barré dans toute sa longueur par un muret en cipolin. Dans la seconde hypothèse, regardez, l'entablement classique laisse la place à un attique beaucoup plus massif. Pour supporter cet attique, il est nécessaire d'envisager la présence d'une voûte sur le même modèle que ce que nous avons au Forum d'Auguste, ce qui nous donne la restitution suivante. Et dans ce cas-là, le muret en cipolin disparaît pour laisser la place à un simple marquage de couleur au sol. Notre but, ici, n'est évidemment pas de se substituer aux spécialistes que vous êtes et de vous laisser discuter de ces 2 hypothèses. Notre but, c'est de pouvoir circuler à l'intérieur, de pouvoir alimenter en quelque sorte la discussion pour voir laquelle de ces restitutions vous paraît la plus vraisemblable. Il n'est pas du tout exclu qu'à la fin du colloque, nous décidions de maintenir ces 2 hypothèses si les 2 semblent justifiées. Il n'y a aucun problème pour cela. Juste quelques mots de conclusion avant de laisser Philippe Fleury terminer l'introduction. Le but de cette introduction est d'ouvrir le champ des possibles pour assurer la complétion du modèle virtuel de Rome dans son état de 320 après Jésus-Christ. Ce travail est le fruit d'hypothèses. Il représente l'état de la recherche à un instant T et il ne demande qu'à s'enrichir de vos précieuses collaborations, tant pour modéliser de nouveaux secteurs que pour en corriger certains si le besoin s'en fait sentir. Que les dieux romains dans leur ensemble, les dii indigetes, les dii novenciles et toutes les divinités secondaires soient avec nous pour que nous puissions avoir des échanges riches et fructueux autour de ces problématiques. Et je laisse Philippe Fleury terminer l'introduction. Bien, merci Sophie pour cette présentation. Donc nous allons passer maintenant à la partie scientifique du colloque proprement dite. Ceux qui souhaitent retrouver nos restitutions, les restitutions que vous avez vues sur des supports mobiles ou sur l'ordinateur, peuvent utiliser l'application Romain Tabula, qui est une application qui est téléchargeable gratuitement, qui fonctionne sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, alors qui ne peut pas vous présenter la visite virtuelle exactement que vous avez vue tout de suite, parce que les bâtiments sont séparés les uns des autres, mais chaque bâtiment est visitable individuellement, d'abord en réalité augmentée, avec un film du plan qui va vous donner l'ensemble de l'extérieur du bâtiment, et ensuite une possibilité de visite virtuelle à l'intérieur. Ce colloque sera publié. Je vous ai envoyé les instructions
de présentation par mail. Il prendra la suite des autres colloques organisés par l'équipe Plan de Rome. Ces ouvrages sont disponibles, si vous le souhaitez, aux presses universitaires de Caen, qui est notre éditeur dans la collection Symposia. Alors pour le programme de la journée, nous avons pris de l'avance. C'est bien, on va en profiter pour avoir de la tranquillité pour les discussions. C'est donc Luc Alba qui devait faire la première communication. Je vous l'ai dit, il est souffrance. C'est Jean-Pierre Guilambet, donc qui va se trouver en première ligne. Il y aura aux alentours de midi une pause déjeuner pour les intervenants. Ce sera un plateau repas qui sera servi non pas dans la maquette de Paul Bigot, mais devant la maquette de Paul Bigot. Et ensuite, nous reprendrons les séances à 14h avec Cyril Courrier. Il y aura une interruption d'un pause café pour tous dans le hall de l'extension, tout de suite, comme à l'accueil, qui se situera vers 15h, 15h30, 15h40. Nous terminerons la journée, alors à 16h40, on changera de lieu. On ira là où on va se trouver ce midi pour le déjeuner, devant la maquette de Paul Bigot. Je vous présenterai cette maquette de Paul Bigot. Et ensuite, pour les intervenants qui le souhaitent, on a organisé une visite de la salle de réalité virtuelle. Alors vous pourrez, si vous le souhaitez, vous immerger dans le forum de Trajan. Voilà. Avec des lunettes, on vous montrera, on fera également des expérimentations sur casque. On vous précisera tout cela. Et à 19h30, pour les intervenants, il y a le dîner de gala qui est organisé au restaurant Le Dauphin. Voilà, maintenant ça va être à vous de travailler. On a fait ce qu'on a pu. Maintenant, on se sent un petit peu libérés de nos responsabilités. Merci à vous tous. Merci à ceux qui ont ouvert ce colloque.